On va regarder un petit truc sur justement les clubs turcs rapidement. Juste avant notre bonne vieille rencontre face au Fener, où le Fener est évidemment favori, hein, ils ont une très belle équipe. Je pense quand même que l'OL a les armes pour poser des problèmes, on verra. Hein. Quand sortira cette rediff, ça se trouve, on se sera pris 3-0 et je passerai pour un con. Mais globalement, je pense qu'on a de quoi faire. Mais il y a quand même encore ce truc, cette impression que depuis 3-4 ans, les clubs turcs ont trouvé du pétrole quelque part en Turquie. Les dépenses des clubs turcs, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, maintenant Trabzonspor, depuis quelques années, c'est délirant. Quand on regarde la Super League turque, regardez, c'est très marrant. Jusqu'à 2022 ou 2023, le plus gros transfert de cette ligue-là, donc de l'histoire de cette ligue-là, c'était... c'était quoi ? C'était une vingtaine de millions d'euros, je crois, il me semble, un truc à ça, on va vérifier. Hop. Donc ça, c'est sur cette année, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Si je fais record transfert, normalement, voilà. Record transfert. Donc quand on regarde le record transfert, donc rien que le top 10, donc regardez le top 10 des plus gros transferts de la Super League turque. Donc ça, c'est nouveaux joueurs uniquement, montré à la sélection. Tout a été fait ces toutes dernières années. D'ailleurs, attention, dans ce que je vais dire, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je ne connais pas les détails qui font ça, mais regardez ça. Le top 10 des plus gros transferts de la Super League turque ont été effectués ces 2-3 dernières années. Il y a une espèce, je ne vais pas dire d'inflation, mais de gain de moyens et d'argent. Jusque-là, regardez, le top transfert avant, là, très récemment, c'était Jardel, donc le grand Jardel, le Brésilien portugais, en 2000 pour 17 millions. Et là, d'un coup, regardez, d'un coup, 22-23 ans plus tard, mettre 20-30 millions, c'est devenu la base. C'est dingue. Genre, on ne sait pas ce qui s'est passé en Turquie, mais maintenant, tous les clubs turcs ont les moyens de foot. Beşiktaş, 30 millions sur Koksu. Singo, 30 millions Galatasaray. Greenwood, 40 millions Fener. Galatasaray, 75 millions Osimhen. Arthur Koglu, Fenerbahçe, 22 millions. En-Nesyri, Fenerbahçe, 20 millions. Trossard, Beşiktaş, 18. Donc maintenant, ce délire-là, tous les clubs de Turquie peuvent foutre 20, 25, 30, 40, 70, banal, auquel il faut ajouter. Donc regardez, on voit sur cette page, il y a quelques transferts qui datent, donc 2008, 2009, 2000, 2001. Mais sinon, on voit bien que c'est des transferts des 4-5 dernières années majoritairement. Sinon, regardez, il y a encore pas très longtemps, donc il y a encore vraiment pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on dépasse 22-23. Il y a pas très longtemps, le top transfert turc, donc dans le top 10, tu avais Mbaye Diagne, Galatasaray, 13 millions, 2018-2019. Mais 2018-2019, c'était pas si loin que ça. Comment ça se fait qu'il y a 7-8 ans, les clubs turcs, c'était 13 millions max, et maintenant, les mecs peuvent foutre 30, 40, des trucs comme ça, auxquels il faut évidemment ajouter, et ça, c'est... Ça, c'est un autre truc, auquel il faut ajouter également la masse salariale. On sait que les clubs turcs, historiquement, ils donnaient des gros salaires, et qu'ils avaient des fois des problèmes de paiement, ça c'est historique. Mais maintenant, les clubs turcs, c'est même plus des gros salaires qu'ils sont capables de donner. C'est sans commune mesure. En dehors, je parle de vrais très gros championnats. Donc, Osimhen, ils sont capables de filer 15 millions annuels à Leroy Sané. Mais 15 millions annuels, c'est un truc que même des clubs Dortmund peine à donner, tu vois ce que je veux dire. Faudrait à vérifier, se trouve Dortmund aura un mec à 15 millions, mais genre c'est fou. Et à côté, bah ouais, regardez Singo à 7 millions et demi, Davinson Sanchez, Gundogan 7 millions. C'est des transferts absolument délirants. Donc dingue. Et c'est pareil pour Fenerbahçe, je pense, quand on regarde leur masse salariale, c'est fou. Et quand j'avais demandé il y a quelques années à des frères en mode ouais, qu'est-ce qui fait que là, regardez, les mecs sont capables d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à plus ou prou 10, 15, peu ou prou 10, 15 millions de transferts annuels. C'est énorme. Et on m'a dit oui, mais c'est parce que là, les clubs turcs, ils ont chopé des transferts, des sponsors ou des machins, des trucs. Mais en fait, il n'y a aucune explication qu'on me donne ou que des fans turcs m'ont donné qui permet de vraiment comprendre pourquoi, en particulier ces 4-5 dernières années, tous les clubs turcs peuvent péter des records et peuvent dépenser de baisers. Moi, je me demande si en fond, en toile de fond de tout ça, il n'y a pas, et ça m'étonnerait pas qu'on l'apprenne dans quelques années, tu vois, mais une aide étatique ou un truc comme ça, tu vois. Genre, je sais pas, peut-être que l'État turc a baissé les charges sur les salaires, ce qui fait que les clubs turcs peuvent donner de plus gros salaires. Peut-être qu'il y a eu une aide gouvernementale d'une manière ou d'une autre. Je sais pas.
Mais comment ça se fait que là, en particulier depuis 4 ou 5 ans? Parce que, en fait, voilà, tu vois, par exemple, il me dit, regarde, quelqu'un dans le chat, c'est juste les sponsors qui aident beaucoup, Zach. Mais quoi? Donc, moi, en fait, c'est ça que je comprends pas dans ce truc qu'on me dit, c'est juste les sponsors. Les sponsors turcs, ils se sont tous réveillés en 2023. Dans 4 clubs différents. Genre, avant 2023, c'était pas ça. Et puis, 2022-2023, d'un coup, les sponsors turcs, il y a eu une espèce de réveil général pour aller foutre dans le football. Ça n'a pas de sens. Genre, ça n'a pas trop de sens que ce soit... genre, ça va plus loin que ça, je pense. Ça n'aurait pas trop de sens de penser que d'un coup, les sponsors en 2022-2023 se sont réveillés et ont tous rentré je ne sais combien. Donc, voilà. Et là, on va lire du coup cet article de l'équipe qui vient de sortir, de Victor Fièvre. Fin juin, Fenerbahçe a reçu une amende de l'UEFA pour non-respect du fair play financier. La sanction n'a pas freiné le club stambouliote. D'ailleurs, là, en plus, Fener est en train de plutôt bien vendre, soit dit en passant. On a vu la vente de Sidiki Cherif récemment. On a vu la vente de Fred, qui va aussi les délester d'un gros salaire. On a vu quelques grosses ventes ici et là, quand même. Il faut aussi le noter, tu vois. De grands noms et donc forcément de gros salaires. Lukaku, Greenwood, Ake sont venus s'ajouter à Ederson, Kanté, Asensio, Guendouzi. La masse salariale de l'équipe s'élève en conséquence à près de 170 millions annuels. En Turquie, Galatasaray arrive en seconde position à 116 millions. En vrai, dit comme ça, c'est pas bien plus élevé que l'OL dans ses pires années, soit dit en passant. Peut-être que les gros salaires sont très hauts et que les petits salaires sont très petits. À titre de comparaison, l'OL dépense 55 millions dans les salaires d'après le site Capology. La saison passée, l'UEFA s'était penché sur la situation de Fener, intrigué notamment par le double contrat de Arthur Koglu pour contourner le FPF. Double contrat. Fin juin, l'instance lui a infligé une amende de 7 millions pour non-respect de sa règle. La masse salariale d'un club ne doit pas dépenser 70% de ses revenus et à Fener, elle s'élève à 84%. D'autres clubs ont été pénalisés comme Strasbourg encore plus sévèrement, 13 plus 12 éventuels. Donc, bon, on voit bien déjà que le bail de c'est les sponsors. Voilà. Quand ta masse salariale à 170 millions annuels dépasse de 84% tes revenus, on voit bien que les revenus, ils sont pas non plus démentiels sur le papier. Ils sont bien, évidemment, tu vois, mais là, on voit bien qu'il y a un dépassement qui a été sanctionné. Le club stambouliote avait annoncé qu'il ferait appel sans donner davantage de détails. La sanction n'a en tout cas pas freiné son élan sur le marché, avec notamment le recrutement de Greenwood et ses près de 12,5 millions primes comprises. Troisième plus gros émolument de l'effectif, ils ont déjà 430 millions de dettes, donc cette amende, ce n'est rien pour eux, replace Alperen Koçkoy, je sais pas, pardon, économiste du sport en Turquie. Ça dépasse pas de 84%, mais de 14%. Non, mais c'est 84% des revenus. Donc oui, ça dépasse de 14%, mais je veux dire que c'est 84% des revenus, c'est ça que je veux dire. Attendez, hop, excusez-moi. Hop, c'est bon, j'ai remis correctement. Sebahattin Devissioğlu, et suiveur éclairé des finances du football local, relativise lui aussi l'impact de la pénalité, qui fait davantage office d'avertissement. Le véritable défi du club, surtout de restructurer le rapport entre ses dépenses et ses revenus. Logique. En bref, Fenerbahçe ne génère pas assez d'argent pour compenser l'importation de gros salaires. Voilà. Et si le club de Kanté continue à enfreindre les règles, il pourrait recevoir une sanction sportive ou au moins de nouvelles amendes. En 2016, l'UEFA avait suspendu Galatasaray de compétition européenne pour des raisons similaires. Toutes les grandes équipes turques sont engagées dans un modèle de concurrence fondé sur l'endettement, relève Tugrul Aksar, économiste, au cœur d'un mercato estival onéreux avec Mohamed Salah à Trabzon en tête d'affiche. Fener dépense encore plus que les autres car ses supporters s'impatientent. Leur dernier titre de champion date de 2014. Début juin, Aziz Yildirim, président de 98 à 2018, a été réélu avec la mission urgente de gagner, qu'importe les amendes de l'UEFA. Intéressant. Donc on voit bien que... Pardon, je me suis foutu de l'eau partout. On voit bien qu'il y a un aspect un peu all-in à tout ça. C'est intéressant, mais il y a un aspect un peu all-in à tout ça. Et... mais rien, franchement, qui explique cette explosion de la dépense dans le championnat turc des 4-5 dernières années. Moi, je le dis, je pense qu'un jour, on apprendra un petit peu plus, parce que même là, je veux bien entendre, tu vois, qu'il y ait... Ah bah tiens, regarde. Qu'il y ait quelques... Je vais pas dire des magouilles, tu vois, mais quelques avantages, quelques trucs qui aient été octroyés pour permettre au foot turc de se développer, peut-être. Mais, ou alors même certains revenus qui ne sont pas comptés dans les books officiels ou autres, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait 4 ou 5 clubs qui d'un coup se soient engagés dans des dépenses frénétiques et démesurées sans raison. Voilà, ça que je veux dire, sans raison. Donc voilà. Je sais pas si tu as dit, mais Fener est une équipe qui est soutenue par beaucoup de millionnaires, milliardaires qui sont là parfois pour aider financièrement le club, plus les sponsors. Mais les fans turcs, mais pourquoi vous sortez tous Je vais encore poser une question. Ils sont tous arrivés en 2023, genre.
Mais je capte pas en fait, genre les fans millionnaires, là, tout ce que vous donnez comme semblant d'explication qui en plus sont pas tangibles vraiment, je trouve. Zama en 2022-2023, avant ça, il y avait pas de fans millionnaires, il y avait pas de... Genre tout est arrivé là, d'un coup. C'est bizarre. C'est bizarre, il y a forcément quelque chose qui va plus loin que ça, je pense. Je pense, genre, je trouve ça chelou, tu vois, que d'un coup, ce soit, tu vois, genre des sponsors ou des fans qui mettent des sous dans les clubs. Et puis surtout, après, quand on voit qu'à 170 millions de masse salariale, ça représente 84% de ton revenu, ça veut dire que ton chiffre d'affaires doit être dans les 200 millions et quelques. C'est pas délirant non plus. Il y a quelque chose de plus gros que ça pour moi. Peut-être cet article donne aussi un bail. Après, par exemple, regardez, un autre championnat qui a commencé à dépenser en masse et à faire des conneries depuis 2023, c'est la Saudi Pro League. Mais là, pour le coup, on le sait, c'est le PIF, l'État saoudien, qui a donné des sous. Et là, les clubs, ils sont tous mis à dépenser beaucoup plus qu'avant. Donc, ils ne le faisaient pas avant, État, et boum, ils l'ont fait. Là, les clubs turcs ne le faisaient pas avant, et puis d'un coup, boum, et là, ils l'ont fait. Donc, il y a quelque chose qui explique ce boom. Il y a obligatoirement un truc qui explique ce boom. Actifs immobiliers, sponsoring, avantages fiscaux, les dessous de la folie financière. Donc, actifs immobiliers, sponsoring et avantages fiscaux. Tiens, ça, c'est intéressant. Sortie de l'aéroport, écharpe du club au cou, un sourire aux caméras aux supporters. L'arrivée de Sidiki Sheriff à Istanbul samedi soir passait danger à Fener et une scène assez classique en Turquie. Bon, en soi, il n'aura pas fait long feu. La nouveauté réside dans la somme qui l'accompagne. L'avancante débarque pour 22, un prêt de 4 millions avec une option d'achat obligatoire à 18. En soi, ils ont pu le récupérer 25. Enfin, le revendre 25. Donc en soi, ça, c'est une bonne opération pour Fenerbahçe. Un peu plus tôt cet hiver, la direction avait déjà envoyé 28 millions pour Matteo Guendouzi. Jamais Fener n'avait autant dépensé. 4 de ses 5 plus gros achats ont été réalisés cette année. Et d'autres mouvements pourraient intervenir. Comment la direction finance-t-elle ses emplettes quand le pays est plombé par l'inflation? Bon, ça fait quelques années. Mais mes frères qui passent à la magnifique Istanbul me disent que les prix à Istanbul, c'est devenu vraiment délirant. Une partie de la réponse se situe au milieu du quartier des tours du quartier d'Ataşehir à Istanbul. Sur un terrain détenu par le club, des immeubles vont naître et rapporter au moins 58 millions. Bon, déjà, ça, c'est un premier élément de réponse intéressant et plus tangible que les sponsors et les millionnaires. Galatasaray, également sur des records de dépenses, a fait le même type d'opération avec son ancien centre d'entraînement. Les actifs immobiliers sont devenus leur principal levier, note Eren Tutel, journaliste sportif pour le quotidien Birgün. Sous l'œil bienveillant de l'État, en charge de l'appel d'offres via l'entreprise Emlak Konut. Ah, là, on commence à avoir des éléments de réponse intéressants. Donc, le club détient des terrains. Ces terrains ont pris de la valeur. Ils vont y faire des bails immobiliers avec un appel d'offres sous l'œil bienveillant de l'État. Très intéressant. Le club a aussi été un tremplin, a vendu quelques joueurs comme Arda, Kadioglu ou encore Akikchek. Et ça fait des sous, c'est vrai. Ah, et tiens, on arrive à ce que le frérot du chat me disait, soutenu par de puissantes fortunes. Ça, c'est intéressant. Je veux lire ce que ça dit. Qu'est-ce qu'ils racontent, les millionnaires? Côté dette, celle de Fener s'élève à près de 500 millions, un peu moins que les années précédentes. Le club avait contracté des emprunts et le 20 janvier dernier, il a annoncé les avoir remboursés en augmentant son capital. Donc ça veut dire que des gens sont rentrés au capital, peut-être même que c'était les emprunteurs au final, qui ont été remboursés par des parts du club. Dans la même dynamique, Ali Koch, a accepté de faire une croix sur environ 85 millions que lui devait le club. C'est peut-être ça que tu me disais, le gars du chat, que des gens ont fait la croix sur, tu vois, que ce soit sur une dette ou un truc comme ça. D'autres hommes d'affaires soutiennent le club comme Hamdi Uliaka, des produits laitiers Chobani, sponsor du stade et du maillot des jaunes, ou encore Sadettin Saran, le nouveau président empêtré dans des soupçons de consommation de drogue. À la tête d'une entreprise de logistique, Hakan Safi a payé pour la venue d'Arthur Koglu à l'été avec un système de double contrat pour s'accommoder du fair play financier, ce qui pousse l'UEFA. Ok. Donc, je comprends. Ok. Mais magnifique. Donc là, ça va dans le sens aussi de ce que tu disais, le frérot du chat. Donc, il y avait une part de vérité dans ce que tu as dit. Rien à dire. Donc, on voit effectivement qu'il y a des sponsors. Donc déjà, des gens qui ont abandonné des dettes ou qui sont rentrés au capital. C'est un point important. À côté de ça, il y a quelques sponsors effectivement qui ont rentré des sous et quelques petites manœuvres de double contrat pour permettre d'acheter des joueurs ou en tout cas de faire des opérations qui, à la fin, te ramènent une amende, mais qui est passé. Si Arthur Koglu vous qualifie contre l'OL, vous serez bien content. Au niveau local, la Fédération turque de football n'a pas beaucoup de pouvoir pour sanctionner Fener car le club est trop important en Turquie. En Turquie, les activités sponsoring vers des clubs sportifs sont déduites. Ah, bah voilà! Donc on y arrive. Enfin, on y arrive.
Donc effectivement, là, on va parler de l'aspect sponsoring dont il me parlait le frérot dans le chat tout à l'heure, mais c'est plus clin d'œil que ça. Les activités sponsoring vers des clubs sportifs sont déduites à 50 voire 100% en fonction des cas. L'État envoie un message implicite: dépensez, on vous soutient. Analyse tutelle. De plus, les taxes sur les salaires sont moins importantes qu'en Europe, ce qui permet à Fenerbahçe de verser près de 11 millions net annuels à Ederson ou encore 19 à John Duran. C'est bien John Duran. Non, en vrai, en dehors de la vanne, bon, si la Turquie, donc l'État turc a mis en place un truc qui, on va dire, permet aux grosses entreprises turques de soutenir le football turc, ça va un peu dans le sens de ce que je disais. C'est sûr et certain qu'il y a un truc qui a été mis en place par l'État pour soutenir le tout. Et on voit bien qu'a priori, c'est le cas. Sheriff, lui, va percevoir environ 1,5 million par an et l'obligation d'achat, blablabla. Puisqu'il y a des limites, c'est mieux de montrer que le club ne dépense que 4 millions pour lui en janvier. Relève Youssouf Kenan Chalik. Koksoy, désolé, préfère parler de bulles spéculatives. La situation est favorable grâce au soutien massif du gouvernement et à ces personnes fortunées. À terme, cela ne sera pas viable. Le doute semble avoir gagné à l'Atalanta à l'heure de négocier le transfert d'Ademola Lookman. Fenerbahçe a voulu échelonner le paiement et le Nigérian a finalement pris la direction de l'Atlético Madrid. Naples avait affiché la même réticence au moment d'envoyer Victor Osimhen, signe de la relative incertitude qui entoure encore les finances des clubs turcs. Donc, effectivement, comme d'habitude, dans les raisons qui expliquent ça, ce n'est jamais une seule raison qui l'explique. Il y a des choses où, pour le coup, ça va encore un peu plus loin que ce que je pensais. Il y a des actifs immobiliers. Il y a du sponsoring avec la mainmise de l'État qui permet d'avantager ça pour les grosses entreprises et des petits avantages fiscaux, etc. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de l'État turc de mettre en avant le football turc. Et je pense que tout ça combiné explique, du coup, effectivement, avec aussi des petites magouilles, on l'a vu, mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. C'est des magouilles qu'on a déjà vues ailleurs en Europe. Hop. Et tout ceci explique, du coup, pourquoi, en particulier, depuis 2022-23, c'est devenu banal pour les clubs turcs de foot 75, 39, 31, 30, 28, 27, 22, 20, 20. Là où, pendant des années, comme on le disait, le top record, c'était 17. Très intéressant. Millionnaire, fortuné, politique, immobilier. Je peux capter par contre je peux capter par contre que ce soit pas pérenne à long terme. Ça permet peut-être d'être compétitif à court terme, mais est-ce qu'à très long terme ça tient? C'est peut-être le même défaut qu'avec la Saudi Pro League, tu vois. Je pense qu'il faut quand même, à mon sens, qu'à bout d'un moment ça performe en Europe. Il faut que ces investissements et ces super équipes là que les clubs turcs alignent de plus en plus, commencent à faire des huitièmes, des quarts, des demi-finales de LDC, des trucs comme ça, pour rentrer encore plus de revenus et que ça puisse après donner une boucle cool. Mais dans tous les cas, moi, je vais dire, moi, mon avis, je trouve ça super qu'il y ait un autre championnat en dehors du top 5 qui devienne de plus en plus compétitif et qui puisse, on va dire, sortir du cadre classique des 5 grands championnats plus Portugal. Tu vois, genre, je trouve que c'est une bonne chose. Et cool. Ouais, la vérité, cool. Moi, j'ai pas de mal avec ça. Il y a un peu de magouille là-dedans, on le voit. Mais on voit surtout que c'est un État qui aide un peu. On voit que des clubs investissent. On voit qu'il y a 2-3 efforts qui sont faits. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit: mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, nous, en France? Le jour où il y a une fiscalité qui avantage le sport en France pour en baisser les taxes ou en encourager le sponsoring, vu l'état économique de la France, ça ferait beaucoup parler. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit d'ailleurs à faire ou bénéfique, à mon sens. Voilà, c'est mon avis, mais je pense que dans l'État français, il y a autre chose à faire à l'heure actuelle que de baisser la fiscalité des clubs de foot ou des trucs comme ça. Voilà. Y a-t-il aussi un enjeu vis-à-vis de la SPL qui volerait la vedette pour les joueurs clinquants? Turquie versus SPL, je pense pas du tout qu'on parle de la même chose. C'est vrai que la Turquie, pendant longtemps, il y avait ce truc en mode on prend les joueurs en fin de carrière et tout, mais beaucoup moins déjà, récemment. Et je pense pas qu'il y ait tant de dossiers où les deux se combattent déjà, enfin sur la même typologie de joueurs. Les deux ne jouent pas les mêmes compétitions, les deux n'ont pas les mêmes objectifs, et le football turc est bien plus développé que le football saoudien. Donc ouais, je capte ce que tu veux dire. Je n'ai pas cette lecture-là. Voilà. Je n'ai pas cette lecture-là, personnellement. Mais un État derrière un club, c'est totalement interdit par l'UEFA. Bah là, l'État n'est pas derrière le club. L'État met juste des disponibilités, enfin pas des cadeaux, mais on va dire des choses fiscales, comment je pourrais dire ce mot? Je cherche le mot.
met en place des petites choses fiscales pour en gros faciliter le truc. Je vais te donner un exemple pour te montrer que ce n'est pas quelque chose qui est des outils ou des avantages. En gros, ce n'est pas un truc qui est propre à la Ligue turque. Il y a quelques années, la Serie A, le gouvernement italien avait baissé les taxes sur les salaires des gros joueurs étrangers. Donc du coup, pendant des années, les gros joueurs étrangers pouvaient venir en Serie A et du coup, derrière, bénéficier d'exemptions de taxes, etc. Ça coûtait moins cher pour les clubs italiens de payer les gros salaires de joueurs étrangers. Donc en soi... et après, ça a mordu un peu le cul à l'Italie. Je pense que c'est aussi un truc qui a impacté peut-être leur capacité à bien former, à bien intégrer certains de leurs jeunes, etc. Mais ces exonérations, ça ne leur a peut-être pas fait que du bien. Ça, c'est quelque chose qui a permis, entre autres, CR7 à l'âge, soit dit en passant. Mais ouais. Très intéressant. Très intéressant. Je ne fais pas le match d'Al Nasser ce soir, pour ceux qui demandent. J'ai vu qu'il y a des gens qui demandent, les frérots. Moi, j'ai la Coupe d'Arabie, mais je l'ai à partir des prochains tours. Pas de ces tours-là. Voilà, tout simplement. Monaco est avantagé en Ligue 1. Oh, Monaco, oui, c'est vrai. Mais c'est un tout petit peu différent, Monaco, parce qu'ils ont la principauté, le machin. Donc, effectivement, ils ont un petit avantage fiscal, eux aussi. C'est ce qui leur permet de donner des gros salaires. Mais c'est un peu différent.